Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous sur ce nouvel épisode du Weekend AB Show pour un 136e hebdomadaire. C'est vrai que ces derniers temps, on n'est pas trop à l'heure, mais l'essentiel, c'est qu'on est présent. On a un Mickey en ce moment bien en forme sur les réseaux. Comment il va? C'est- Eh ben écoute, il va bien, le pro de l'intelligence artificielle, il va bien. Je tente une reconversion là. Ouais, je vois ça, ça prend bien. Ça prend bien. Est-ce qu'on a des nouvelles un petit peu de l'avancement? Pas depuis ceux qui ont suivi l'épisode RMC où il y a eu une interview entre Amine et moi. Normalement, c'est entre de bonnes voies, mais pour l'instant, franchement, je sais pas te dire. Effectivement, parce que là, il y a 3 jours, tu as publié Rester branché avec des petits yeux. Donc, en tout cas, ça sent bon. Ouais, ouais, ça sent bon. Bah après, c'est bien, hein. Je crois que le public français va aimer. Il y en a qui sont tiraillés parce qu'ils nous apprécient tous les deux. Et franchement, je pense que ça va être si ça se fait, ça va être un truc ça va être bien. Un show Ça va vraiment être franco-français, bien. comme on aime, il y a du trash Ouais. talk en plus, voilà, c'est Ouais, c'est comme on aime, mignon ça en reste plus. C'est sportif, respectueux. Ouais, c'est ça. ça reste Et, sportif, je pense que même le jour de l'affrontement, ça va vraiment, vraiment être ça va bien. péter. Et non, non, Bah, c'est cool, c'est cool. ouais, ça va être bien. Franchement, j'ai hâte et voilà, c'est tout. C'est Non, c'est tout. cool. En tout cas, n'hésitez pas à dire, si ce combat se fait, n'hésitez pas à dire en commentaire, soit Team Lebou, soit Team Amine, Amine Ayoub. Donc mettez ça dans les commentaires. Le clubhouse du quartier général, pour les clubs de boxe, les salles de sport et toutes les structures ayant à leur disposition du matériel de boxe. Le quartier général de l'atelier L'Art de Boxer propose à tous ces clubs de se référencer sur la plateforme digitale destinée au monde de la boxe, pied-point et du MMA, afin d'être visible par tous et être sollicité avec en prime des compléments de revenus. Comment? La mise en relation. Grâce au Clubhouse, les utilisateurs de la plateforme du quartier général pourront contacter les structures et réserver un créneau pour s'entraîner selon les conditions fixées par celles-ci. Effectuer une séance au sac ou profiter du ring de la salle pour s'entraîner à plusieurs sera désormais possible pour les sportifs désirant se dépenser occasionnellement à proximité de chez eux, de leur lieu de travail et même pendant leurs vacances. La tarification de la séance sera fixée par le club qui validera la présence des utilisateurs souhaitant réserver un créneau d'1 heure ou 2 heures. Une bonne alternative pour les sportifs loisirs, amateurs et professionnels pour s'entraîner quand ils le désirent et surtout peu importe le lieu où ils se trouvent. Les avantages pour les salles. Augmenter son chiffre d'affaires avec des séances facturées ponctuellement. Possibilité de fidéliser l'utilisateur suite à la prestation, combler les heures creuses de la salle avec des séances occasionnelles, augmenter la notoriété du club par la qualité de la salle et de la prestation pour attirer davantage de clients. Un bon compromis pour les coachs sportifs. Fini de prendre un abonnement ou de payer un loyer dans une salle de sport. Grâce au Clubhouse, réservez un créneau dans une salle adaptée pour effectuer du coaching personnalisé. En contrepartie d'une tarification fixée par le club, dispensez vos coachings dans les structures présentes sur la plateforme du QG. Les avantages pour les coachs. Réduction des charges liées au coaching, flexibilité et mobilité pour effectuer les coachings, pas d'engagement auprès d'une salle de sport. N'hésitez plus et profitez du réseau du quartier général, l'écosystème des sports de contact. Les gars, on va revenir sur l'actualité. Il y a eu pas mal d'actualités. C'est vrai que ces derniers temps, c'était un petit peu creux, mais on va quand même vous parler de l'atelier L'Art de Boxer, notre partenaire, parce qu'il y a une petite nouveauté, en tout cas, sur le site. Mika, je te laisse en parler. Ouais, je sais pas si il y en a qui ont déjà vu ça. Moi, je fais du paddle en ce moment, je le vois dans les groupes de paddle, mais il y a aussi au Five. Parfois, quand vous cherchez un joueur ou quand vous cherchez des partenaires parce que vous n'êtes pas nombreux, et ben vous galérez. Il y a des applications qui sont faites pour ça, pour aller jouer dans d'autres équipes, enfin pour que tout le monde se réunisse. Et en fait, dans l'application, il y a un onglet qui permet ça. C'est l'onglet, je crois, c'est Clubhouse de mémoire. Ça. Et en fait, c'est un onglet dans lequel vous vous inscrivez et en fait, bah, vous trouvez des salles à côté de chez vous et surtout, ça vous donne l'opportunité de trouver un créneau et des partenaires d'entraînement. Et ça, franchement, c'est pas mal. Je le vois souvent se faire de manière un peu non officielle au Fitness Park de Vitry. Des Ouais. fois, je vois des gars, ils tournent ensemble et voilà. Et bah là, en fait, c'est l'occasion de s'inscrire et peut-être que vous allez trouver des mecs, bah, ils vont vous donner rendez-vous au Fitness Park ou dans des salles de sport, etc. Donc, n'hésitez pas. Et encore une fois, je vous ai dit, hein, enfin, Ibi vous le dit souvent, mais il y a le marketplace. N'hésitez pas à vous inscrire en tant que combattant. Bon, si vous êtes commentateur, laissez-nous la place à Ibi et moi, c'est nous. Mais en fait, pour tout, encore une fois, j'insiste vraiment pour tous les intervenants, que ce soit des intervenants directs, donc combattants, promoteurs, managers et tout, ou même des combattants indirects pour de la vidéo, pour des choses comme ça, n'hésitez pas à vous inscrire sur l'application.
plus l'application, on sera nombreux, plus ça fonctionne. C'est comme Waze. C'est une application où plus on va être nombreux, plus ça va fonctionner. Et franchement, elle est hyper bien faite, c'est ergonomique. Ouais. Donc voilà. Donc, En plus, c'est un partenaire, donc de qualité, j'en un fais partenaire de double. qualité. Voilà, c'est ça, j'en fais doublement la promotion, mais je vous assure que sincèrement, ça vaut le coup. C'est une belle application, ça vous coûte rien, et plus on sera nombreux à l'utiliser, et plus ça sera intéressant. Nombreuses et aussi en plus il y a le lien en description pour ceux qui utilisent un iPhone ou pour ceux qui utilisent des Android et il y a aussi le site et donc en gros ce que Mickey disait c'est qu'en gros si vous êtes inscrit sur l'onglet Clubhouse c'est que vous allez pouvoir vous entraîner déjà organiser des entraînements entre vous et surtout vous entraîner dans les salles qui sont affiliées à l'application donc c'est doublement bénéf et pour s'entraîner dans des bonnes conditions n'oubliez pas il y a le code ABSHOW10 sur Import Fight donc vous avez une belle tenue vous avez une belle application pour vous entraîner. Voilà, rien de plus. Il ne manque plus qu'à cliquer sur le lien, vous inscrire et vous donner rendez-vous. Et voilà, Mika, on va revenir sur l'actualité. On a eu l'UFC London avec le retour de Morgan Charrière hein, depuis l'UFC Paris, qui a affronté, Nathaniel Wood pour son 30e combat. Malheureusement, bah, c'est la déception. On va revenir sur le combat, on va le débriefer. Mika, toi qui étais sur le plateau de RMC, déjà, c'était quoi ton appréhension avant le combat? On en avait parlé, mais sur l'instant T, on va dire. Non, mais la réalité, c'est que je pense, c'est la douche froide parce qu'on voulait tous que Charrière gagne. Mais selon moi, Charrière était quand même le challenger hein, dans le combat. Je vois beaucoup de Français qui sont déçus, etc. Mais je pense que c'était pas non plus un cadeau hein, qu'on a fait à Charrière, les gars. Nathan Wood, c'est archi solide. Hein. Mhm. C'est c'est un gars que je crois qui a pratiquement 12 combats en carrière. Je parle à À l'UFC. l'UFC, Hein. ouais. Ouais, ouais, je parle à l'UFC. Je crois qu'il a 12 ou 13 combats à Là, l'UFC. c'était son. Il est sur, Ouais, excuse-moi, vas-y. il allait faire son 12e combat à l'UFC et il était à 11 combats à l'UFC. Il était sur un total de 9 victoires pour 3 défaites, 8 victoires pour 3 défaites. C'est ça. Et le gars est bon. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez de lui, à l'UFC Fight Night de Paris, il m'avait impressionné face à Charles Jourdain alors que je crois qu'il montait de catégorie Mhm. parce qu'initialement, il faut rappeler que Wood, Il était en bantamweight. exactement, c'est un 61 kilos. Et il m'avait impressionné face à Jourdain dans la montée de catégorie. Et c'est vrai qu'on aurait pu penser que moi j'étais aussi très focus sur le fait que Charrière était plus puissant et qu'il l'aurait connecté debout et je voyais pas Wood faire la différence debout pour être honnête avec Charrière. Mhm. Et la réalité c'est que j'ai peut-être sous-estimé le fait que souvent on parle des gros volumes, du gros gabarit, de la puissance, mais on en oublie que tout ça, bah, parfois, le fait d'être plus léger, plus mobile, bah, on va plus vite aussi. Et parfois, on oublie de le mettre dans la contrebalance. Et moi, j'avais des grosses inquiétudes sur le sol de Nathaniel Wood, c'est-à-dire que je sais il est devenu super chaud, enfin, qu'il s'entraîne beaucoup au sol. Ça s'est vu dans quelques phases, mais au final, c'est les phases dans lesquelles Charrière a peut-être le mieux géré le combat. Mhm. Et les gars, je pense qu'il y a eu un fait de combat, c'est-à-dire qu'au premier round, Charrière se fait toucher durement. Et la réalité, c'est que c'est dur de revenir dans le combat après ça. Ouais. J'ai vu beaucoup de critiques passer en disant ouais, il aurait pu faire plus et tout. Bien sûr, il aurait pu faire plus. Bien sûr, on a eu le sentiment qu'il était dans ce qu'on pourrait dire une gestion de défaite, c'est-à-dire qu'il a préféré gérer sa défaite plutôt que d'aller chercher une victoire et prendre le risque du chaos. Ça, c'est évident. Mais après, si on se met à la place de Charrière, je peux vous assurer que peu de combattants auraient réussi à finir le combat après le don qu'il a pris. Hein. Je Ouais. ne sais pas si les gens se rendent compte de ce que c'est que de prendre un don. Donc, je pense qu'il ne faut pas être trop dur. Parce que d'une part, c'était le challenger, et l'air de rien, il a affronté des gars solides. C'est-à-dire que Maskiva, je sais plus comment il s'appelle, pardon. Hein. Tu sais, là où il avait fait le Fight of the Month, Maskival, ou bref. Maréchal. Maréchal. Ouais, bref. Ouais, non, ça, c'est Gomis qui avait affronté Maréchal, je crois. Non, Marshall, c'est je crois. Marshall, c'est Morgan qui l'a affronté. Il perd son décision partagée, c'est Fight of the Night et après c'est Fight of the Moon. Sur le même mois, on avait l'UFC 300. Chez P. Mariscal, c'est Morgan qui l'a. Et en tout cas, ouais, ouais, non, mais c'est ça. Et après, pour revenir à Charrière,
il n'a pas perdu depuis, avec une décision unanime, donc comme celle-ci, Mhm. depuis 2017 contre Saladin Parnasse. C'est vrai. C'est-à-dire que depuis 2017, oui, il a perdu d'autres combats, mais c'était soit en décision majoritaire, soit en split décision. Avec des Et grosses guerres franchement, les engagées split des deux décisions côtés, ouais. contre, voilà, que ce soit contre Mariscal, que ce soit Vucinic ou Paul Hugues, franchement, ça aurait pu basculer Mhm. pour Morgan. Donc, Ouais. Non, franchement, je lui souhaite un bon je te rétablissement. rejoins, Mika, sur le fait de combat. C'est vrai que c'est dur de se prendre un down, en plus un gros down, il se fait contrer durement. Après, selon moi, on va dire, je vais commencer par le moins bon, ça a pêché techniquement, parce qu'en fait, à mi-distance, c'est la même manière dont il s'était fait connecter Yanis Guimouri face à Talbot, c'est qu'en fait, à mi-distance, sans vraiment masquer le low kick, bah souvent on se fait voilà, il y a beaucoup dans beaucoup de combats on voit ce geste technique et souvent voilà, ça contre. Mais c'est vrai que Morgan en fait dès le début du combat, je l'ai trouvé assez statique. Ça veut dire que il a pour habitude en tout cas d'avoir des bons mouvements de buste, des bons mouvements de tête et c'est vrai que là dès le départ en gros, il était assez statique et c'est à ce moment-là qu'il se fait contrer durement et c'est vrai que dès le départ se faire contrer, on va dire à froid, bah forcément, tu peux être que réticent. Comme tu as dit, il y a peut-être eu une gestion de la défaite plutôt que d'aller prendre des risques, mais c'est vraiment un fait de combat. Donc ça peut Ouais. brider, ça peut restreindre. Et moi, je suis d'accord. Voilà, tu as dit le bon mot, je te jure, tu as dit le bon mot, c'est bridé. Entièrement d'accord avec toi, Mhm. Ebi. Donc après, voilà, comme tu as dit, c'était pas un cadeau. Moi, sincèrement, techniquement, je crois que Morgan a le potentiel, en tout cas, avait le potentiel on va dire pour opposer plus de résistance. Et comme je l'ai dit, hein, Morgan, il a 30 combats maintenant à son actif, maintenant 31. En tout, il a plus d'une trentaine de combats. Et c'est vrai que moi, je l'ai toujours vu exceller, on va dire, dans l'adversité, dans la difficulté. Là, c'est le premier combat, on va dire, où il est. Voilà, on le voit peu s'exprimer. Après, c'était pas un cadeau. Pour moi, c'était pas non plus. En tout cas, Morgan, pour moi, il n'était pas à la place du faire valoir. Pour moi, c'était en fait un combat test. En gros, voilà, vraiment pour. Je pense que l'UFC, ils ont voulu aussi savoir où est-ce que Morgan il en était en lui mettant un prospect comme Nathaniel Wood qui est à l'UFC depuis peut-être ouais, 2018-2017. Donc voilà, malheureusement, c'est un test qu'il n'a pas passé. Mais il faut pas oublier que sur ces trois combats, tu as trois Fight of the Night. Et ça, c'est pas rien. Donc je pense que l'UFC vont vraiment prendre en compte ça. Je pense, si je suis la logique des contrats, là, il arrive à terme. En tout cas, il vient de finir son premier contrat parce que généralement, c'est des contrats de 4 combats, parfois de 6 combats. Je pense que si vraiment vous tapez dans le de l'UFC, en tout cas, je suis quasi sûr qu'on va le revoir à l'UFC. Il y a plusieurs facteurs Ouais, qui font que. ouais, Mhm. bah, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que c'est même pas une vraie question. Enfin, pour lui, hein. Après, faut pas oublier que Charrière, il fait partie de ces combattants qui sont hyper suivis, qui ont une grosse fan base, et ça aussi, ça joue. La réalité, c'est que ça joue. Mais comme tu l'as dit et tu l'as précisé, c'est quelqu'un qui fait du bonus. Et il est sur 4 combats, avoir trop bonus, c'est incroyable. Et Ouais. c'est la première fois, évidemment, et c'est ça qui était un peu surprenant dans ce combat. C'est vrai que c'est la première fois où on voit un Charrière perdre mais sans la manière. C'est-à-dire que jusqu'à Mhm. maintenant, on a toujours vu un Charrière perdre en vendant sa peau très cher. Ouais. Euh, Ça, c'est vrai que c'est peut-être pas la chose qu'on a vue sur ce combat, mais vraiment, j'insiste, les gars, sur le level de Wood. Franchement, c'est fort, les gars. Je vous le dis, c'est solide, c'est fort. Et pour moi, si je devais donner un niveau par rapport, si le grand public veut savoir un peu où je le situe quasiment Wood au même niveau que Brito. Vraiment, pour moi, c'est du très Hmm. solide. Un Ouais, palier en dessous quand même. Enfin, franchement, c'est solide, hein, Wood, hein. Moi, tu sais, Jourdain, moi, je le trouvais déjà très fort à l'époque. ouais, Et quand il a battu Jourdain, il était 31 hein, numéro mondial, ouais. 31 featherweight. Hein. Donc, non, mais voilà, après, comme je dis, il va devoir travailler parce que clairement, il y avait des choses qui n'allaient pas. Mais je pense quand même que ce bras, le fait qu'il se soit fait mettre down, fait que ça fausse le diagnostic qu'on pourra avoir. Maintenant, go travailler pour Charrière, go travailler pour Gomis et j'espère le meilleur pour eux parce que c'est deux gros bons représentants en France. Effectivement, Mika.
On va passer au main event. On avait Sean Brady qui a affronté Leon Edwards, l'ancien champion de la catégorie. Bah, c'était un combat à sens unique, qui Oh, a mal. juste, Ouais. ouais, ouais, juste pour revenir sur la carte quand même globale de l'UFC Londres, il y a 2 ans de ça, on avait eu un UFC de ouf à Londres. Mais vraiment, genre, il y a deux Avec ans de ça, on avait eu Pimblet, l'un des... Aspinall et tout. Ouais, bref, c'était un UFC, c'était incroyable. Cet UFC Fight Night, il était... alors, je sais pas si c'est le fait qu'on ait pris une clim dès le premier combat de la main carte avec Mhm. Charrière et Wood, mais je te jure qu'il était d'une... Après, il manquait quand même les grosses stars jusqu'au... anglaises, hein. Tu sais, comme Ah Pimblet, ouais, comme Thomas Pinal, tu vois, il en manquait. ah ouais, c'était dur, quoi. Franchement, j'ai pas... C'était Mais dur. on est d'accord que le public français, il est loin devant. Franchement, le public Ouais, français. bah là, clairement, ouais. Il n'y a même pas photo, AB. Ouais, Même pas photo. donc voilà, on avait le retour de Leon Edwards. Bah, comme je dis, c'était un combat à sens unique. Comment expliquer? Forcément, on est beaucoup en fait sur la culture de l'instant. Donc, on est resté sur les performances de Leon Edwards face à Kamaru Usman, surtout le hit shot day au cinquième round. Après, forcément, il y a eu le combat retour, mais bon, on a vu c'était plus une contre-performance de Kamaru Usman qu'une masterclass de Leon Edwards parce que bah, après un KO comme celui-ci, forcément, c'était un peu compliqué pour Usman de venir. Derrière, il y a eu la défense de titre face à Belal Mohamed. Il y a eu 4 rounds de domination. On voit qu'au cinquième round, Leon Edwards il vient. Donc, on avait un petit peu. Il y a Ouais. eu Covington, quand même. Il y a eu une Il y a eu domination complète contre Covington, quand même. Il y a eu Covington, je l'avais oublié. Et du coup, avec Belal Mohamed, il y avait un petit peu, on va dire, le facteur du. Peut-être que le fait que c'était à 5 heures du matin, que c'était. Donc, tu vois, on va dire, il y a eu un peu des arguments qui allaient en tout cas en faveur de Leon Edwards. Mais là, clairement, c'était une masterclass de Sean Brady. Après, moi, je l'ai toujours dit en tout cas dans mes analyses, la problématique de Leon Edwards, c'est qu'en fait, lorsqu'il arrive à dérouler son striking, à gérer les défenses de lutte, à installer on va dire son rythme, il n'y a aucun souci. Mais dès lors où il y a de l'opposition, mentalement, ça pêche énormément. Déjà, tu l'entends au niveau de son camp qui essaie de le remotiver sans cesse. Et tu le vois en fait sur son expression de visage. Tu as l'impression qu'il ne veut plus combattre. Vraiment, tu as l'impression qu'il a le jet, qu'il jette l'éponge. Malgré qu'il a eu un succès, surtout sur les victoires consécutives à un moment donné. Mais en gros, j'ai pas été surpris. J'ai vraiment eu l'impression en fait, de voir l'ancien Léon Edwards. Tu te rappelles déjà sur le premier affrontement face à Ousmane Kamaru. Ousmane, il gérait et t'avais Leonidas qui était là, en gros, voilà, qui avait l'air d'être vraiment absent. Mais on a entendu, hein, son camp le remotiver à. Voilà, ils ont vraiment fait en sorte de le pousser à bloc jusqu'à ce que le Haki qui sorte. Mais en fait, c'est malheureux. Et je pense que là, on va tout droit pour Sean Brady sur une revanche contre Belal Mohamed et sur un title shot. Donc, je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, pour moi, il y a 3 choses que ce combat met en perspective. Il y a le niveau d'Edwards. Est-ce qu'on a eu un Edwards qui a jamais su revenir? Ou est-ce qu'on a le Edwards qui retombe dans ses travers? Bah, Kamaru Usman numéro 1. Parce que s'il n'y a pas cette étincelle, on est clairement dans Mhm. cette physionomie de combat en pire, j'ai envie de dire. J'ai un Léon Edwards qui a fait des mauvais choix dans le combat. À un moment donné, la tentative de takedown au troisième round, c'est incompréhensible à ce niveau-là. En fait, on a le sentiment qu'il est passé à côté de son combat. Donc, est-ce que c'est le fait d'avoir perdu sa ceinture contre Bilal Mohamed? Je ne sais pas. Pareil, quand il avait perdu contre Bilal Mohamed, on se disait bah, peut-être que c'était à cause du décalage Ouais, horaire. Moi, j'étais assez confiant sur la performance d'Edwards dans le sens où il a affronté des lutteurs toute sa vie, entre guillemets, et des mecs forts au sol comme Ned Diaz. Il a affronté des mecs forts en lutte comme Ousmane et Covington et Bilal Mohamed. Donc, c'est un gars qui sait défendre la lutte normalement. Il avait déjà affronté, je crois même, Rafael Dos Anjos ouais, à et l'époque, Gunnar ouais. Nelson. Donc, il sait affronter des mecs qui sont forts en lutte et forts au sol. Et j'étais pas archi inquiet contre Brady. Et la réalité, c'est que, faut le dire aussi, c'est que Brady, très vite, sa tactique a marché, même si le premier round est quand même assez disputé. Mais quand même, on sentait Brady plus dangereux et plus percutant. Et la réalité, c'est deuxième, troisième et quatrième, c'est à sens unique. Mhm. Et même la soumission à la fin, ça passe facilement pour ce niveau-là. Donc, voilà, j'ai pas envie de dire que c'est que de la faute d'Edwards aussi, parce que je pense que Brady, la réalité, c'est qu'il c'est un tueur. Il est Oh, vraiment fort. Il est vraiment fort, mais je pense que c'est aussi lié à,
à l'état d'esprit d'Edwards. Je pense que c'est pas que Brady, c'est pas que le talent de Brady. Et la dernière chose que ça met en perspective ce combat, même si on sait que ça ne veut pas forcément dire quelque chose, c'est quand on voit les performances de Bilal Mohamed sur un Brady, sur un Burns et sur un Edwards. Et il l'avait Et ben cueilli en plus debout, hein, Sean Brady, hein, Bilal exactement. Mohamed. Et même et en plus de combat en combat, on voit qu'il s'améliore beaucoup en anglaise, Bilal Mohamed. Et la réalité, c'est que j'ai le sentiment qu'il va être très, très, très difficile à déloger. Vraiment, je pense que, il peut peut-être faire son trou assez longtemps, Bilal Mohamed. Après, il y a toujours la terreur qui, chaque, Ramzat? non, Ah non, non, je suis en off, là, chaque, en mode catégorie. ouais, ouais, Ah, tu parles de. le Kazakh, Ouais, le Kazakh, Shafkat. Shafkat. Shafkat, ouais, Shafkat, c'est ça. bon, je vais pas revenir sur son cas, mais bon, voilà, tu sais ce que je pense. Après, Mais alors, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment le seul que je pense potentiellement pouvoir battre Bilal Mohamed. Mais Sean Brady, attention, il m'a vraiment surpris quand même contre Edwards. Maintenant, à voir si c'était à cause de Edwards ou à voir est-ce que c'est uniquement grâce en fait, à son talent, quoi. il s'est rendu vraiment la tâche facile. Tu sais, quand on parle de plusieurs aspects du MMA et d'opposition de style, surtout avec l'évolution du MMA en 2025, c'est rare de voir un grappleur s'imposer avec tant de facilité. Quand je vous prends l'exemple du combat d'Islam Makhachev contre Dustin Poirier, on a vu les phases de scramble, on a vu les phases de défense de lutte, les tentatives de renversement de Dustin Poirier. Mais là, en fait, c'était un combat à sens unique dans le sens où même techniquement, Sean Brady, il a imposé sa lutte et son grappling. Et t'as pas vraiment eu on va dire de tentative de renversement ou d'aller faire du wrestle up, tu sais, le fait d'aller se relever contre la cage. J'ai quasiment en fait vu aucune technique défensive de grappling de la part de Léon Edwards. Et c'est aussi ça un petit peu qui m'a déçu, on va dire, parce que même si aujourd'hui bah, c'est des combats de haut niveau, voilà, c'est le niveau, il se vaut. Même quand tu as un gros grappleur, tu as toujours un gars, un striker qui arrive, on va dire, à imposer quelques soucis, on va dire, au grappleur. Alors que là, c'était vraiment un combat à sens unique, une vraie opposition de style, comme on en voyait à l'époque. Donc là, voilà, félicitations à Sean Brady. Donc forcément, je pense que ça va en tout cas être le prochain à avoir accès au title shot. Là, Et après, il y voilà, a peut-être Shafkat. Attention à Shafkat quand même, quoi. Ouais, ben de toute manière, là, on aura le jour de Manon Fiorot contre Valentina Shevchenko, on aura la défense de lutte, la défense de titre de Belal contre Jack Maddalena. Donc, forcément, je pense que ça va être le prochain, mis à part si on a un Shafkat contre Sean Brady. Mais bon, le fait d'avoir délogé l'ancien champion au titre qui vient à peine de perdre sa ceinture, pour moi, ça me paraît logique que c'est Sean Brady le prochain. Donc, Ok. en tout cas, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Mika, il y a quelques semaines, on parlait de Taylor Lapillus qui avait été. Alors, attends, si on peut juste, comme ça, on fait les actualités et ensuite on va un peu plus loin. Juste la semaine prochaine, il y a un peu d'actualité dans le MMA français. On a le retour de Varela contre Nicolas et Bivol. Voilà, Varela qui va revenir après son combat contre Saadine Parnasse pour faire la ceinture des 70 kilos à l'Hexagone. Voilà, on avait déjà parlé de ce combat. Moi, selon moi, et maintenant c'est mon ressenti, Varela est largement au-dessus. Maintenant, un combat, c'est un combat, c'est jamais gagné d'avance. Et j'ai hâte de voir ce combat. Et Mika, d'ailleurs, en parlant de ce combat-là, bah, les plans d'Amin Ayoub, ils sont clairs. Il a dit sur les réseaux, c'était de te combattre toi et d'aller. Parce que selon lui, c'est il voit Varela gagnant de ce combat, de cet affrontement entre Varela et Nicolas Bivol. Donc voilà, les plans de Dame Laïb, c'est de te battre toi et d'aller combattre et battre Varela pour récupérer la ceinture de l'Hexagone. Est-ce que potentiellement, cette ceinture-là pourrait t'intéresser si demain tu n'as à battre Amine Layoub? Pourquoi ça pourrait t'intéresser d'aller chercher la ceinture de l'Hexagone? Non, moi je suis très bien en KSW. Pour l'instant, d'ailleurs, le combat avec Amine il est toujours pas signé, mais normalement ça devrait se faire. Mais non, non, franchement, non. Et puis, je suis même pas dans les ceintures, je m'en fous. Et sincèrement, je l'avais déjà dit et je change pas mon Mhm. fusil d'épaule. Je pense que Varela
et Amin Ayoub n'ont rien à faire dans ces ceintures à l'Hexagone, dans le sens où ils s'en servent que pour ensuite aller chercher les grosses ligues. Mhm. Donc, autant donner, faire des super fights, un peu comme Grey MMA il fait ou Ibra il fait, c'est-à-dire qu'on les fait combattre pour des super fights parce que c'est des gars qu'on aime voir combattre et qui font de l'exhibition là-bas, mais qui, à la moindre occasion, partiront de là-bas. Et laissons les jeunes comme Bivol affronter un Ulrich. Moi, c'est un combat qui m'aurait largement plus intéressé parce que pour moi, c'est eux qui sont vraiment l'ADN de l'Hexagone. Ce sont les purs produits de l'Hexagone. Et c'est eux, à la rigueur, qui vont rester un bout de temps dans l'organisation. Maintenant, c'est pas moi qui fais le matchmaking et voilà, mais c'est ma vision des choses. Bon, en tout cas, pour rester sur l'actualité, le 4 avril à Chambéry, on aura le duel troisième édition. Je serai au commentaire avec Carla Moussou. Et en fait, la particularité en fait, de cet événement, c'est qu'en fait, il y aura un timer monétaire. Et grosso modo, plus tu finis le combat rapidement, plus tu encaisses. Donc je pense que ça va être un facteur motivant Ouais, pour c'est les pas mal combattants. ça. Et donc, c'est vrai que c'est C'est pas pas mal. mal Tu vois le ça. compteur tourner. Donc, tu dis, si je le sèche vite, j'en poche plus. Donc, comme vous avez pu le voir au début de l'émission, l'extrait, donc c'est duel à Chambéry. Dans un casino, il y aura de beaux combats, une dizaine de combats amateurs. Et voilà, c'est un événement qui évolue dans. J'ai du mal, je crois que c'est dans le sud de la France. C'est bien ça, Mika? En Auvergne. Ouais, ouais, c'est vers Chambéry, quoi. Exactement. C'est dans le sud-est. C'est pas du côté de Bordeaux, c'est à l'opposé, tu vois, c'est dans les Merci. terres, Merci. c'est dans les montagnes. Donc voilà, je serai Mais commentaire avec Carla Moussou et dans le ouais, 4. Et ça sera diffusé en tout Quatre- cas aussi sur la chaîne. Donc ouais, c'est et bien de le c'est rappeler. la quatrième édition. Troisième édition, Là, c'est la quatrième. autant pour moi. Là, tu parles de celle du mois d'avril, parce qu'il y a celle du Celle- 14 juin Non, il y aussi. a celle du mois Ah d'avril ouais, ok. d'abord qui est troisième Pardon, édition. bah Oui. excuse-moi. Ouais, c'est ça. Ils ont organisé deux fois Albertville, là c'est à Aix-les-Bains, et la prochaine, ça sera à Chambéry. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une orga qui est pas mal. Et ils avaient déjà aussi proposé des choses intéressantes, c'est qu'ils faisaient des matchs, du matchmaking aussi sur la base de l'IA. Donc, ils tentent des choses intéressantes et à voir pour la suite. Donc, écoute, on verra ce que ça va donner, mais hâte de t'entendre aux commentaires, en tout cas, moi, mon Boulox. Merci Mika. Et d'ailleurs, il y a une nouvelle chose aussi, c'est que c'est vrai que tu m'as dit qu'ils tentent des choses. Et grosso modo, je sais pas si je peux en parler, mais en fait, à la fin de chaque round, a priori, le combattant pourrait savoir, en fait, enfin, les deux combattants sauront qui a remporté le round. Donc ça pourrait être aussi un Mais facteur motivant. ouais, ça c'est bien, ça, je te jure. Donc, ouais, voilà, donc c'est innovant, et c'est vrai que c'est des choses qui m'ont paru un petit peu logiques. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas avoir y pensé avant? Mais en tout cas, voilà, ce serait une Mais première ouais. je crois à l'Octagone, ils le font, hein. À En République l'Octagone, tchèque. ouais, à l'Octagone, tu as le scoring round par round. Après, enfin, nous, à la télé, quand on regarde, on a le scoring des juges. Donc, j'imagine que les coachs, quand ils se posent la question, ils regardent, tu vois. Ok. Mais ça, c'est une chose qui arrive. Ouais, bah écoute, à voir, hein, à voir. On verra ce que ça donne. Ensuite, on vous l'a dit, le mois de mai, c'est l'un des mois de mai les plus ouf pour le MMA français. Tout simplement, déjà, encore une fois, je le recite parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, mais Manon Fiorot fera la ceinture. Quand je dis la vraie, c'est pas pour dire que les autres c'était des fausses, mais là, c'est pas la ceinture intérimaire, c'est vraiment. Undisputed. Voilà. Manon Fiorot fera cette ceinture lors de l'UFC numéroté. Alors, attends, je me perds dans les chiffres, mais il me semble que c'est le 300. C'est le combien, Ibi? J'ai pas envie de dire. Waouh. 315. Et ça sera notamment sur la carte de Bilal Mohamed, justement, contre Madalena. Et donc, Belal, Mika, pas Bilal. Belal. Belal. Et donc, Manon Fiorot affrontera la légende Shevchenko. Et potentiellement, donc, du coup, ça sera la première ceinture UFC en France, une disputed. Et donc, ça, je pense qu'à chaque fois, il faut vraiment maintenant qu'on le dise chaque semaine, AB, parce que soyons vraiment des supporters, pas juste des spectateurs. Allez follow Malone, donnez-lui de la force. Et je vous assure que même quand vous allez la follow, vous croyez que c'est juste vous et ça va rien changer, mais un plus un plus un plus un, ça change beaucoup de choses. Ouais. Et donc, bah voilà, montrons beaucoup de force pour Manon. Et sur cette carte, normalement, il devait être annoncé, enfin, c'était les bruits de couloir, mais j'imagine que rien n'a été signé et que c'est vraiment pas sûr que ça se fasse. C'était le combat à Benoît Saint-Denis.
contre l'Espagnol, parce que pour l'instant, la carte, elle a l'air d'être bien complète. Et, euh, et pour l'instant, il y a 11 combats, il n'y a toujours pas d'annonce De Bella Saint-Denis? de Benoît Saint-Denis. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai que je l'avais vu l'info fuiter d'un peu partout. Après, ouais, bah écoute, il n'y aurait pas eu de confirmation pour le moment. J'avais vu un média qui avait cité comme source Guillaume Pelletier qui disait qu'en fait, il n'y avait plus de nouvelles de Joe Alvarez. Désolé, j'oublie la source, mais en tout cas, le média, il avait précisé que ça venait de Guillaume Pelletier. Je sais plus si c'est. Je vais pas dire de conneries, en tout cas, c'est un média qui l'avait mis, qui l'avait posté en story Instagram. Ouais, donc écoute, après de toute manière, bah, il reste une bonne marge, je pense, d'ici là, enfin, un training camp complet. Donc, ouais, à ouais, voir. bah, de toute manière, exactement. Ensuite, on aura donc le même soir, même avant, on aura le KSW qui se déroulera à Lyon avec le main event Parnasse contre Eld. On a aussi Laïd Zerouni qui affrontera Damian Janikowski. Là, c'est un gros lutteur de l'équipe polonaise. Aliunai qui affronte Piotr. Et Aimargi qui affronte Marianne Ziolowski. On sait aussi qu'on a eu des signatures. On devrait, je dis bien, on devrait avec des pincettes, avoir l'élève, le pensionnaire de la old school. euh, Comment il s'appelle? Euh, oh, purée. T'as un trou de mémoire. Tu Non, c'est parles de. parce que je le confonds toujours. C'est pas Tandia, c'est l'autre, Oui, Bako. oui. Ah, c'est ça, c'est pas cool ça. Non, mais c'est Pourquoi? Bako. Pourquoi tu le compares à Tonja? Parce qu'ils se ressemblent, ils ont des Non, traits, ils se commence pas ressemblent. à faire le. Non, ils se Si, ressemblent pas. Ils se Non, mais ressemblent tu pas du connais. tout. Mais moi, avec les. Tu vois Tu parles Delox et tout, moi, d'Amri moi, Wako, les Amri noms. Wako. Voilà. Et bah, Wako, qui sera sur la carte. Euh, et donc, normalement, franchement, franchement, je pense que ça sera une belle carte, le D'ailleurs, KSW. on avait une annonce moi, qui m'avait vraiment surpris. J'avais reçu le jeune Sulkayoshen en interview. Et il Voilà. a signé Et à bah, il la. y sera normalement. Il y Ouais. sera. Après, j'avais parlé en fait avec son père. Parce il est vraiment derrière lui. Il accompagne vraiment, il l'épaule et tout. Et en gros, grosso modo, quand j'avais parlé en off avant la signature, il me faisait comprendre qu'ils avaient encore du chemin à faire sur le parcours amateur. Et donc, en fait, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai été lui demander en fait pourquoi avoir changé d'avis. Il m'a fait comprendre que en fait, leur contrat, c'est pas qu'il est particulier, mais en fait, pour laisser vraiment le temps à Swill de se développer, vu qu'il a à peine 18 ans, bah, il va affronter en fait des adversaires qui auront sa tranche d'âge. Donc, en fait, ça va leur permettre d'avoir des combats équilibrés et de ne pas lui cramer les ailes. Donc, c'est une bonne chose. En plus, c'est un jeune prodige à en devenir, en tout cas, on l'espère. Il a fait une carrière amateur jusqu'à présent, à peu près une dizaine de combats Impeccable. invaincus. Ouais. Un bon striker qui développe ses armes. Donc, j'ai hâte de Ouais. le voir, en tout cas, en pro. Il est vraiment fort. Je l'ai commenté en amateur, il est fort. Ouais, Franchement, il est sur fort. le 100% Moi fight, aussi, ouais. j'ai hâte de le voir. Franchement, c'est un bon gars. Ensuite, donc une semaine après, on aura le Ares. Avec un main event qui a sauté. Donc, je ne sais pas si Baki combattra ou pas. Je sais qu'il, ça fait quelques semaines déjà qu'il cherche activement un combattant pour lui. Mais Mais d'ailleurs, c'est j'ai aujourd'hui cru seul. entendre C'est, de la part de Daniel Warren que ça avait été proposé à Romain Desmiennes. ouais, mais ça a été proposé, c'est simple, à tous les Français. Ibramane, Thibaut Gouti, ils m'ont proposé. Ils cherchent désespérément un adversaire pour, comment dirais-je, pour Baki. Et du coup, Klinkhammer, ça fait longtemps en fait que tout le monde sait en off que ça va pas se faire. Et donc là, il a été en tout cas retiré de la carte pour l'instant, Baki. Donc je sais pas qui ils vont lui mettre et s'il combat toujours. En tout cas, on aura le combat Zebo contre Akmouche, qui pour moi est le combat du peuple. Et il y a un autre combat qui m'intéresse, c'est Guillon contre Vlad Gutou. Par contre, je te le dis clair et net, c'est pas pour te mettre en porte-à-faux ou autre, Mhm. mais là, franchement, je comprends pas que tu sois pas sur cette carte AB. Bah Vraiment, franchement, Mika, en plus on me pose la question et c'est une réalité, je ne m'exprime pas là-dessus jusqu'à présent et même pour le moment je ne vais pas trop m'exprimer là-dessus, je ne comprends pas aussi.
Je comprends vraiment pas des choix qui sont faits pour le moment en tout cas au sein de la RES. Je sais qu'il y a eu pas mal de changements, notamment le matchmaker Sébastien Laurent, d'ailleurs, qui fait lui bien son travail, hein. Il l'avait montré à plusieurs reprises sur l'European Beatdown. Mais bon, j'avoue que je suis vraiment dans l'incompréhension. J'ai vu qu'il y avait des cartes, c'est du 16 mai, donc moi, dans ma tête, j'étais quasiment là-dessus. Là, ça fait maintenant un an que j'ai pas combattu. J'avais fait une belle saison, un bon retour après 2 ans d'absence pour cause des blessures. Jusqu'à présent, Dieu merci, pas de blessures. Donc voilà, pour le moment, je ne vais pas trop m'exprimer là-dessus, mais je pense que incessamment sous peu, je vais commencer à en parler. En tout cas, pour parler de l'organisation, c'est vrai qu'il y a quelques temps, ce qui était reproché, c'était les conflits d'intérêts, le fait d'avoir les athlètes du Management Factory qui étaient un petit peu mis en avant. On sait que récemment, il y a eu le groupe Slam qui ont racheté la BTT. Et en fait, là, ce que j'ai l'impression qu'en fait, on est un petit peu dans cette même histoire de conflit d'intérêts, parce que là, en tout cas, de ce que j'ai remarqué, vous pouvez aller le vérifier sur le profil de l'Instagram de l'ARES, c'est que les 5-6 dernières signatures qui ont été annoncées, c'est des athlètes de la Bulgarian Top Team. J'ai rien contre les athlètes de la Bulgarian Top Team. En fait, j'ai l'impression qu'on recommence encore cette histoire de conflit d'intérêts ou de mettre en avant, on va dire, le fait que bah, t'as la boîte Slam qui a racheté la Bulgarian Top Team, qui a racheté le RS, et donc forcément, bah, qui va peut-être privilégier en fait de signer leur athlète. C'est mon avis. Vraiment, je vous laisse aller Ouais, ouais, vérifier, mais c'est. après Slam, de toute manière, ils sont propriétaires de la BTT, ils sont propriétaires du Management Factory, donc Mhm. ils piochent là où ils veulent. Maintenant, moi, je pense, et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir plutôt la. On sait que le matchmaker maintenant, c'est Sébastien Laurent. Ce qui m'intéresse, c'est de voir le matchmaking, le niveau du matchmaking, parce que même si parfois on a crié au scandale pour certaines décisions, les cartes étaient quand même, en général, il y avait parfois des belles oppositions, etc. Donc moi, je pense que plutôt que de regarder le roster, on va aussi regarder surtout les oppositions qui seront faites. Et en tout cas, le combat Zebo-Akmouche, je trouve que c'est vraiment le combat qu'il fallait faire. Mais du coup, Mika, Et, le combat de Baki va se faire en fait. Il y aura. Je te pose la ah, question. je sais pas, pour l'instant, ils l'ont retiré. Donc, c'est qu'ils n'ont pas trouvé d'adversaire. Ou alors, peut-être, ils vont aller chercher, comme d'hab, dans les filières brésiliennes. Non, ce serait pas intéressant, hein. Mais c'est ce qui a été fait pour tous les derniers combats, que ce soit contre Sola ou Amina Youb ou autre. Quand ils ne trouvent pas d'adversaire, il y a la filière brésilienne. Enfin, même Younoussov, ils ne trouvaient pas de combattants, ils sont partis chercher la filière brésilienne. Tu sais très bien comment ça marche, hein. Ouais, bah écoute, ouais, en tout cas, le combat, en tout cas, le seul combat intéressant pour le moment, c'est Armo Choukan. Ils sont sur. Les deux, ils ont un palmarès similaire de 7 victoires et pour une défaite. Ils ont évolué à Arès, les deux, dans la catégorie des welterweight, donc c'est vraiment un combat qui a du sens. Et c'est ce genre de combat, hein, comme si toi, demain, le combat contre Amina Yub, il devait se faire, c'est vraiment ce genre de combat-là qui intéresse en tout cas les Français. Vrai, forcément, ceux qui ont pour ambition d'aller à l'UFC, bah, ils se concentrent peut-être sur d'autres adversaires. Mais c'est vrai que c'est plaisant à voir ce genre d'opposition. En tout Et cas, à voir il comment ça va devrait évoluer. aussi, sur cette carte du ARS, potentiellement, il devrait y avoir un combat féminin avec l'arrivée de Delphine Ouais, Benrich. ça a Parce été annoncé. qu'en fait, c'est ça aussi la réalité, c'est que tu as beaucoup de combattants qui étaient au COF, qui étaient pas mal, et du coup, qu'on signait au ARS. Il me semble même, et là, on va y venir, du coup, on peut quitter la page ARS pour aller sur celle du PFL. Pourquoi on parle du PFL? Parce qu'ils organisent une semaine après le ARS, le 24 mai. Et ils ont déjà commencé à annoncer, bah, d'une part, la signature de Taylor Lapidus. Donc, on en parlait la dernière fois. Donc, je pense que bah, maintenant, c'est clair. Taylor a fait un choix il a pas forcément pris le sportif comme étant le principal critère de pondération. Je pense que, bah, comme tout le monde aujourd'hui, il sait qu'il a un certain âge et il a préféré aller chercher aussi l'argent. Et donc, Taylor a signé au PFL. On sait que sur cette carte, il va y avoir Mansour Barnaoui, Abirora. Il devrait y avoir Mbarga. Je pense qu'on devrait avoir l'ancien champion du COF à 70. Les UCOF, il me semble. Ok. Je pense qu'il serait sur la carte. Donc, ça va être une super belle carte. Nikita Lezukov, ouais, c'est ça. Je pense, hein, attention, ça, c'est une supposition. Mais je pense qu'en tout cas, on va avoir une vraie, vraie, vraie belle carte au PFL. En tout cas, pour Et il y revenir sur aura la. Abdul. Il y Abdul, aura Abdul ok. Abdouragimov aussi.
En tout cas, pour revenir sur la signature de Taylor, moi, ça me laisse un petit goût amer parce que, bah, comme on l'a dit, on va pas être redondant, mais 3-1 sur son deuxième contrat à l'UFC, une série de victoires forcément, donc c'est un petit peu dommage. Surtout que bah, forcément, il y a l'aspect financier. Après moi, en tout cas, je l'ai toujours dit, pour avoir vécu le PFL de l'intérieur à plusieurs reprises, le traitement, moi, il m'a pas l'air ouf. Et surtout que j'ai l'impression qu'il y a une minorité qui va être bien, bien lotie, bien payée. Et je vais penser à Cédric Doumbé, Baki, Abdoul, et encore, hein, même Abdoul sur le plan sportif. En fait, j'ai pas l'impression que le PFL, ils auront, on va dire, comment t'expliquer? Un plan, Euh, une carrière Ah, à ouais, ça, je suis proposer. d'accord. Parce que déjà, là, Vas-y, vas-y, fini. ouais, déjà, faut bien dissocier le PFL Europe et le PFL Monde. Déjà, c'est deux choses différentes. Donc, je ne sais pas sur quel contrat Taylor il a signé, mais en tout cas, la plupart, les derniers Français qui ont signé sur le PFL, que ce soit des Français expérimentés, on va dire, ou des Français on va dire, qui débutent leur carrière, et je pense à, enfin, des francophones, parce qu'il y a aussi Patrick Biora qui est belge, bah, c'est sur le PFL Europe. Et on sait que c'est deux choses différentes. Et il n'y a pas d'évolution de carrière réellement. Déjà, la catégorie des Bantamweight sur le PFL Monde, il me semble qu'elle est inexistante. Et on sait que Taylor, c'est un Bantamweight. Donc, en fait, j'espère vraiment qu'il y aura comment dire, un plan de carrière pour Taylor, parce que c'est un combattant qui a son prime aujourd'hui. Il a 21-4, il me semble. En tout cas, voilà, il a un très très beau record. Il a pris des mecs solides. Et vraiment, il mérite en tout cas d'aller combattre au plus haut niveau. Donc, j'espère vraiment qu'ils vont pouvoir déjà développer une catégorie Bantamweight au PFL Monde, qu'on puisse le voir en tout cas sur un tournoi du PFL Monde et pas un tournoi du PFL Europe, parce que déjà le niveau, la visibilité, la communication, c'est pas du tout pareil. Et on sait que le traitement aussi, voilà, il est vraiment différent. Donc moi, ça me laisse ce petit goût amer là, parce que bah, Taylor, forcément, on aurait voulu le voir évoluer, prendre des gars beaucoup plus solides, se rapprocher du top 15 à l'UFC. Mais voilà, après, il n'a pas été renouvelé de son dernier contrat. Forcément, bah, la seule option, c'était De ce que selon je moi. Ouais. Non, de ce que je comprends, pourquoi il n'a pas été renouvelé, c'est parce qu'il y avait des prétentions salariales que l'UFC ne voulait pas aligner. En fait, c'est pas que unilatéral. Après, c'est lui qui en parlera mieux que moi. Mais de ce que je comprends, c'est que lui, il avait des prétentions salariales que l'UFC n'a pas voulu Bah, donner. après, Donc, c'est un j'ai peu écouté, ouais. c'est une négociation échouée, plutôt. Bah, après, j'ai Mais c'est écouté son, pas. son podcast sur le RMC Fight Club d'Alexander Bill et de Baba. À aucun moment, en tout cas, il n'a pas détaillé, il n'a pas réellement détaillé le pourquoi du comment, mais de ce qu'il a dit, c'est que voilà, il a dit que ça arrive que parfois on arrive en fin de CDD et qu'on n'est pas renouvelé. Mais à aucun moment, en tout cas, il a dit qu'il y avait on va dire une mésentente sur l'aspect financier. Après moi, lorsque je l'ai vu signer avec Dominance MMA, Ali Abdelaziz, je me suis dit que peut-être que c'était pour avoir un peu plus de poids et de poursuivre son aventure au sein de l'UFC. Mais après, on sait qu'Abdel Abdelaziz aussi, il a pas mal d'athlètes au PFL. Donc, en tout cas, si financièrement il est bien, c'est vraiment méritant. Maintenant, vraiment, moi, je parle de l'aspect sportif. Quand tu regardes Abdul, tu as eu deux combats d'Abdul. Enfin, trois combats d'Abdul. Le premier, c'était sur le PFL lorsqu'il y avait Doumbé contre Zebo. Le deuxième, c'était encore sur un PFL Paris et il a affronté Jack Grant. Et le troisième, c'était un autre PFL Paris, enfin un autre PFL France, et lorsqu'il a affronté Pépi. Donc on a bien vu que c'est un combat qui aurait pu se faire en fait il y a 2-3 ans en arrière sur le RS. Et vraiment, en fait, mon sentiment, c'est que, mis à part remplir leur carte en France, bah, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de plan de carrière pour les athlètes francophones. Ça reste mon ressenti. Et voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi sur Abdul. Sur le fait que bah, sportivement, pour moi, il n'est pas au niveau qu'il aurait dû être par rapport à son talent. C'est-à-dire que par rapport à son talent, je pense qu'il aurait mérité d'être plus haut et faire des combats qui lui auraient fait monter dans les rankings. Maintenant, financièrement, quand les sommes qui ont été données, elles sont... il pourrait s'arrêter de travailler, tu vois. Donc c'est assez incroyable. Et voilà, et je pense que quand tu prends un chèque à 6 chiffres pour affronter Bart Buller, faut vraiment être fort pour dire non, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc je peux comprendre que les gars enfin partent au PFL, même si il n'y a plus forcément une perspective
de carrière derrière, dans le sens où, comme tu l'as dit, il n'y a pas réellement de perspective de carrière. Après, ils sont pas tout jeunes, Mansour et Taylor Lapillus. Et Mansour, on va dire que c'est dans le contrat, dans le prolongement de son contrat avec le Bellator qu'il est là-bas. Et en tout cas, sur cette carte, on aura Mbarga et Abirora. Donc, ça va être une belle carte. Non, en tout cas, hâte de voir ça. Et en tout cas, ouais, il y aura une bonne actualité. Comme tu as dit, le mois de mai, il va être surchargé à Et, et le, l'international. Et ouais. et le même soir, justement, que le PFL, le 24 mai à Bordeaux, il y aura l'Hexagone 29. Et donc, en main event, ça sera Ibra TV contre je sais pas qui. Ok, bah écoute, Voilà. on attend d'avoir un petit peu plus de nouvelles. Donc, Amical, je crois qu'on a fait le tour hein, des sujets qu'on Ouais, devait c'est aborder. carré. Donc, bah écoutez, désolé du retard encore une fois. Et allez checker les vidéos de l'atelier d'art de boxer. En tout cas, c'est une vidéo explicative du Clubhouse. C'est en début du podcast. N'hésitez pas à faire vos recommandations. On le sait qu'on vous avait promis un FAQ, mais réellement en ce moment, j'ai du mal à mettre la main sur Mika. Donc, promis, sur la semaine prochaine, on vous promet d'avoir un FAQ de qualité. Donc, on va répondre à vos questions. N'hésitez pas à les mettre sous la vidéo et pas dans le chat en direct. Et on y répondra avec grand Et, plaisir. Donc, suggestion de sujet, suggestion d'invité, questions-réponses, on y répondra sans langue de bois. Et les gars, encore une fois, soyez des supporters, pas des simples spectateurs. Manon Fiorot va faire la ceinture de l'UFC. On a la chance d'avoir pas mal de combattants à l'UFC qui performent, parfois qui contre-performent. Mais c'est aussi ça, être supporter. C'est pas forcément être dans une critique. On peut être dans la critique et dire les choses telles qu'elles sont, c'est logique. Mais il faut savoir aussi doser les critiques Mhm. et les faire pas avec bienveillance, parce que c'est difficile de critiquer avec bienveillance, mais de les faire dans une optique une réelle optique de construction et pas juste dire ouais il est nul ou autre machin. Donc voilà, c'est juste ça, petit message, soyez des supporters, pas juste des simples Et d'ailleurs, spectateurs. Mika, pour finir, on parle de l'actualité française. Il y a en fait, le combat de Marseille qui avait été annulé, d'ailleurs, qui devait se faire ce week-end, il a été reporté le 14 juin à Atlanta. Donc, contre Et, Minifield aussi. et il me semble que même Nora Cornell, elle va combattre dans pas longtemps. Dans la Cornell, je vais te dire ça tout de suite, elle combat au mois d'avril. Ça va être au mois d'avril. J'ai la date à l'UFC 314 à Miami. Donc, mois Bien d'avril joué. contre Kowan, le 12 avril, samedi 12 avril, ouais. Donc, en plus, Et le main event, ça sera Volkanovski contre Lopez. c'est Et le ça. co-main event, ça sera Pimblet Chandler. Donc, ça sera une grosse, grosse carte avec Bryce Mitchell contre Jean Silva et tout. Donc, voilà, soyez présents. Belle On y carte. reviendra, on y reviendra. Bah écoute, c'est tout pour nous. On vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas dans les commentaires, likez, abonnez-vous, partagez, commentez, dans le respect bien sûr. En tout cas, bon courage en tout cas pour ta prépa si ça se fait. Moi, je suis toujours dans l'attente, donc je vais quand même faire en sorte de rester en forme. Et j'espère avoir de nouvelles très vite. Les dirigeants du RS, on va vous recevoir en podcast à la maison. On va vous recevoir en podcast à la maison, là. Ça va pas du tout, et puis Il y on aura va les il recevoir. y aura pas mal de choses à dire. On salue à tous. Vas-y, ciao.